Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Y a-t-il des leçons à retenir de l'horrible drame de la famille Chafia? Plusieurs signaux laissaient croire au pire. Des histoires étranges de l'ère numérique. Comment est-il possible de faire du mal aux gens qu'on aime dans le but de sauver l'honneur de sa famille? Les crimes d'honneur sont bien réels, et c'est malheureusement ce qui est arrivé à la famille Chafia à l'été 2009. Véritable tragédie, cette histoire a ébranlé tout le Canada en suscitant le débat autour de nos valeurs les plus profondes. Suivez-nous pour le premier épisode de notre saison 4 où nous analysons les traces numériques qui ont permis de résoudre ce crime sordide. Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir? Ça va très bien, Émile Gauthier. Je suis très heureux d'être de retour au micro pour cette saison 4. Oui, on avait bien hâte. On sait que vous aussi, les Distordus, vous aviez hâte de nous retrouver. Mais nous, c'est pareil, en fait. Ben oui. On avait vraiment hâte de revenir pour cette saison 4. Pour ceux qui se demandent, on change pas, en fait, Seb. Non. On change pas la musique du générique. On change pas la formule. On revient à chaque semaine. Donc, à un certain moment, on savait pas si on voulait revenir aux 2 semaines et alterner avec des mini-distos. Mais on revient à chaque semaine. Ça n'empêche pas que parfois, on va faire encore des mini-distos pour traiter de sujets plus courts, de compléments d'informations ou même des collaborations. On sait pas. On a fait quand même quelques collaborations dans le passé. Bien sûr. Mais bref, on reste les mêmes, on change pas. Puis en fait, cet été, on a pris quand même une longue pause, mais vous savez, on n'a pas fait ça pour se reposer. Pour se reposer, parce qu'on a travaillé très fort, parce que on vous l'a annoncé dans un Facebook Live il y a quelques semaines, on a travaillé sur un livre de distorsion. Donc, un recueil de 13 histoires étranges de l'ère numérique qui va sortir aux éditions de l'Homme avec les illustrations de Run. Oh yeah! Donc, c'est un projet qui va sortir en 2019. On va vous tenir au courant. Il va y avoir des précommandes. Ça va être en vente au Québec, en France, en ligne, sûrement un peu partout. Tous ces détails-là sont pas encore réglés, mais on va vous en parler très bientôt. Et justement, les créations de Run on a commencé à voir des extraits déjà et c'est assez exceptionnel. Ah, c'est beau, là. J'ai tellement hâte que vous voyez ça. Oui. Je suis certain que vous allez aimer autant que nous. Donc, c'est écrit par nous-mêmes, en fait. Ça sort aux éditions de l'Homme, qui est un grand distributeur québécois. Donc, ça devrait se retrouver assez partout. On a bien hâte que vous lisiez ça puis d'avoir vos feedbacks là-dessus. Oui. Il va y avoir des histoires exclusives aussi, là. Il va y avoir quelques histoires du podcast qui ont déjà été racontées, revisitées, bien sûr. Avec des updates. Oui, parce qu'on a refait la recherche et tout. Puis il y a toujours des nouveaux éléments qui se pointent, là. Oui. Mais c'est ça, il va y avoir des histoires exclusives pour vous. Je suis certain que ça va vous plaire. Puis c'est vraiment j'aime vraiment le fait que ça soit une autre déclinaison, en fait, de distorsion. On tombe carrément dans un autre format. Ce n'est plus nos voix que vous allez entendre, mais vous allez plutôt nous lire. Puis je sais qu'ils ont voulu quand même garder un peu le caractère personnel aussi de nos interventions dans le livre. Vous allez voir. Sinon, pour commencer cette saison 4, on a choisi un sujet là, qui a vraiment ébranlé le Canada. Je sais pas si en France, ça a été hyper couvert, ni en Europe en général, mais au Québec et au Canada, ça a été vraiment une grosse histoire en 2009. La famille Chafia, qui est cette famille immigrée d'Afghanistan au début des années 2000 là, à Montréal. Et puis, en fait, lors de leur dernier voyage, lors d'un voyage qu'ils ont fait vers Niagara Falls en Ontario, et il y a plusieurs membres de la famille Chafia là, qui ont péri dans vraiment un crime sordide, très frustrant, très choquant. Oui, vraiment. C'est un sujet vraiment qui est choquant, puis qui est toujours d'actualité. Oui. C'est un crime d'honneur, donc vraiment, ça a été identifié comme ça. Et moi, c'est un sujet vraiment qui me touche et qui ébranle nos valeurs d'une certaine façon. Oui, vraiment. Et même en tant que parent, je trouve que c'est encore pire. Ça touche tout le monde, mais vu qu'il y a des enfants, puis le père qui tue ses propres enfants, ça fait pas de sens. C'est contre nature de faire un acte comme ça.
Donc, une famille divisée avec les adolescentes qui elles, aiment bien la vie en Amérique du Nord, aiment bien la vie au Québec, ils veulent s'émanciper, jouir de leur liberté. Et de l'autre côté, le père de famille et le frère qui ont des valeurs vraiment plus traditionnelles, très radicales aussi au niveau de l'islam, et qui vraiment ce clash familial qui a tourné à la tragédie. Donc, une histoire très triste, une histoire qui a permis d'être résolue grâce aux traces numériques, grâce aux textos qui ont été envoyés, aux recherches Google, aux retransmissions de données par les tours cellulaires. Et c'est important, on trouvait que c'est un sujet important là, à discuter avec vous. Là. Oui, donc, vraiment. Premier sujet, on commence en force, on espère que vous allez adorer. Oui, yeah. Et pour débuter, Seb, qu'est-ce qu'on boit? Oui, on boit la Saint-Stéphanus, une bière belge d'abbaye qui est à haute fermentation, très savoureuse, fruitée, rafraîchissante. Délicieuse. Vraiment délicieuse. Le nom aussi est assez délicieux. Et cette bière-là, je crois pas qu'on puisse la retrouver au Québec parce que c'est une bière qui nous a été offerte par Ron, en fait, notre illustrateur du livre. Donc, merci à toi, Ron, qui a réussi à nous dénicher ça. Et à nous l'envoyer de façon... plutôt clandestine. Oui. Merci à toi, Ron, de cette tournée de bière et au plaisir de collaborer dans le futur. Très apprécié. Et si vous voulez faire comme Ron et nous offrir une tournée de bière, on vous invite à aller au distorsionpodcast.com à l'onglet tournée de bière. Vous savez, c'est une façon pour vous de nous encourager, pour encourager le show. Vous faites un don par PayPal via le site. On a continué à recevoir des dons cet été durant la saison morte. Donc, merci à vous, chers distordus. Et par le fait même, vous pouvez aussi nous suggérer une bière comme vous avez l'habitude de faire. Si vous ne trouvez pas par où le faire par PayPal, vous savez où nous rejoindre sur Facebook. Et tout ça pour nous proposer une suggestion ou même via le formulaire de contact. Des fois, les gens nous écrivent aussi par là pour nous suggérer des bières. Bien sûr. On a aussi un shout-out, là, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient cette semaine de Raphaël Boisvert qui nous dit « Super podcast. Votre balado mélange bien le mystérieux et le sinistre. Un parfait mélange des deux. En plus, c'est en français. Vous ne cessez de me surprendre à chaque épisode. » Ben merci à toi, Raphaël. Merci à tous ceux qui nous donnent des reviews 5 étoiles sur iTunes et Apple Podcasts. Là, ça permet d'aider le show dans le référencement. Oui, n'hésitez pas à faire comme lui et nous donner un beau 5 étoiles. Une petite dernière chose, Seb, avant qu'on se plonge dans cette histoire. Oui, comme vous l'attendez sûrement tous, la marchandise de distorsion, la merch, des chandails et toutes sortes de trucs de distorsion sont maintenant disponibles au distorsionpodcast.com. Vous allez voir, il va y avoir un bouton pour vous diriger vers la boutique. Et là, vous allez avoir plusieurs produits de disponibles. On va avoir des t-shirts pour hommes et pour femmes. Il va y avoir des boîtiers de téléphone, autant pour iPhone et Android, pour différents modèles. On a aussi des sacs de shopping là, pour les des tote bags. Oui, des tote bags exactement. Et voilà, le tour est joué, ça va être livré chez vous. Absolument. C'est une collaboration avec Mr. Willow là, qui est un artiste de Seattle. C'est un graphique là, qui nous a fait pour illustrer Polybius. On espère que vous allez aimer. On souhaite collaborer avec plusieurs artistes comme ça dans le futur afin de lancer différentes collections. Donc pour nous, c'est un peu la première collection et Mr. Willow a aussi refait à sa sauce le logo de distorsion. Donc, c'est un peu comme un nouveau logo un peu sinistre parce que lui, il dessine à la plume et chaque dessin est fait là, vraiment de multiples traits uniques là, à la plume et à l'encre. Donc, très, très détaillé. Donc, on était très excités de vous présenter cette collection-là. À part ça, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire sinistre du dernier voyage de la famille Shafia? Oui, monsieur. C'est parti. En 2007, Mohamed Shafia et sa femme Touba Yahya et leurs 7 enfants émigrent à Montréal. Ils sont originaires d'Afghanistan, mais dès 1992, ils ont habité quelque temps au Pakistan et en Australie pour finalement déménager à Dubaï, aux Émirats arabes, où ils sont restés pendant plus de 10 ans. Mohamed a fait fortune dans l'immobilier lors de l'explosion de Dubaï et a aussi développé des affaires dans l'industrie des voitures usagées. Parce qu'on se rappelle, à cette époque-là, Dubaï était vraiment, quand on dit explosion, on parle de boom immobilier, de construction. À une certaine époque, pas qu'on s'en foutait, mais on en parlait un petit peu moins, mais vraiment,
Au début des années 2000, un petit peu avant dans les années 90, même ça a commencé, on a vraiment senti que Dubaï devenait là, un centre non seulement touristique, mais un grand centre d'affaires mondial. Je pense que ça a retombé un peu récemment. Je pense que c'est un peu diminué. Oui, un petit peu quand même, mais il y a quand même une effervescence économique et, disons, les ambitions de grandeur sont toujours là. Étant millionnaire plusieurs fois, Mohamed s'est facilement qualifié dans le cadre d'un programme pour attirer des investisseurs étrangers au Québec. Il investit alors 2 millions dans un petit centre d'achat en banlieue de Montréal, ainsi que 200 000 $ dans un terrain résidentiel où Mohamed a l'ambition d'y construire une belle grande demeure pour y loger sa famille. Parce qu'on se rappelle, il a 7 enfants. Oui, ce n'est pas rien. Le temps que la maison soit construite, la famille s'installe dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Saint-Léonard, c'est un quartier là de Montréal qui est quand même assez paisible et spacieux, je dirais. Donc des rues quand même, il n'y a pas une grande densité là, de population à cet endroit-là. C'est quand même un beau quartier. C'est beaucoup des duplex d'appartements en briques là, tous collés les uns sur les autres. C'est situé dans le nord-est de Montréal. Puis ce quartier-là est vraiment reconnu pour la grande présence d'une communauté italienne. Oui, exact. Oui, c'est vraiment le quartier ayant la plus forte concentration d'Italiens dans la région de Montréal. Là. Ça a surpassé même la petite Italie, là, qui est un peu plus connue, puis qui est énormément gentrifiée. Donc, c'est un quartier qui est très multiculturel. On y retrouve aussi là, plein d'autres immigrants et qui en fait un des quartiers là, les plus diversifiés de Montréal. Oui, vraiment. Quelques détails supplémentaires pour un peu mieux connaître la vie de Mohamed Chafia, un peu son historique. En fait, Mohamed est devenu chef de famille assez tôt. Il a dû quitter l'école après avoir complété son école primaire parce que son père est mort lorsqu'il avait 2 ans. Donc, avec sa mère, il est devenu en charge de ses frères et sœurs. Il devait travailler. Étant donné que c'est quelqu'un d'assez autodidacte, il s'est spécialisé dans la réparation d'appareils électroniques. Et ayant un peu quand même le sens des affaires, il a ouvert un magasin d'électronique, en fait, qui importait principalement des radios de marque Panasonic et des balayeuses. Des aspirateurs. Oui, des aspirateurs. Donc, de cette façon-là, il a quand même il a commencé à développer un peu son capital pour investir. Il n'est pas nécessairement devenu riche au départ, mais quand même, en faisant ces affaires-là, il a pu développer ça. Et la famille a aussi tenté, à une certaine époque, d'immigrer en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais ça n'a pas fonctionné. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Et c'est pour ça que finalement, il s'est tourné vers le Canada. Parce que la situation en Afghanistan, on s'entend, c'est comme aujourd'hui. Là, même à l'époque, il y a 20 ans, c'était pas plus rose. Plus rose qu'aujourd'hui. Donc, toutes les familles, surtout les gens qui avaient des sous, toute opportunité qu'ils pouvaient avoir pour immigrer ailleurs, tentaient leur chance. Oui, et non seulement ça, mais quand tu es dans le domaine un peu de l'immobilier, comme dans le cas de Mohamed Chafia, l'Afghanistan n'est peut-être pas la destination numéro 1 pour les investisseurs. Effectivement. 5 mois après que la famille soit arrivée au Canada, il a parrainé une nouvelle immigrante, Rona Amir. Il disait que c'était une cousine qui allait aider la famille à la maison. En fait, elle était rentrée au pays comme une bonne ou une servante. Là. Et ça l'a passé automatiquement quand tu as le statut d'immigrant. De ce que je comprends, si tu parraines quelqu'un puis qu'il n'y a pas de dossier judiciaire, l'immigration est quand même assez simple et ça n'a pas été trop compliqué pour la faire rentrer Rona au pays. Donc Seb, dis-nous-en un peu plus sur ces deux femmes-là, parce que Mohamed est arrivé avec sa femme Touba et là, il y a cette Rona qui arrive quelques mois plus tard au Québec. Oui, Rona, en fait, si on remonte dans les années 80 en Afghanistan, Mohamed s'est d'abord marié avec Rona. OK. Parce qu'en fait, Mohamed, quand il s'est marié avec Rona, après plusieurs tentatives, ils ont voulu fonder une famille, ils voulaient avoir des enfants. Malheureusement, Rona, ils ont découvert qu'elle était stérile. Donc, impossible d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, là, quand il essayait sans arrêt d'avoir des enfants, le climat est vraiment venu difficile. Son mari, Mohamed, était vraiment dur envers Rona. Il la battait, il l'insultait. Elle était jamais à la hauteur de ses attentes. Tout ce qu'elle faisait, c'était jamais bien. Chaque occasion était bonne pour l'intimider, à un point tel qu'elle n'en pouvait plus. Et elle lui a dit, je t'autorise à te trouver une autre femme pour faire des enfants. Mais sans divorcer, en fait. Là. Elle restait mariée avec lui. La polygamie étant légale en Afghanistan, donc en 1988, Mohamed a marié une autre femme, Touba,
qui est justement la mère des 7 enfants. Celle qui est arrivée en premier avec le reste de la famille. Exactement. Et c'est assez particulier. Si vous pouvez tomber sur la photo de mariage de Touba, du côté droit de Mohamed, sa femme Touba, mais de l'autre côté, dans son autre bras, il enlace Rona. C'est assez particulier qu'on voit ce genre de choses, je trouve, pour des monogames comme nous. Ouais. On se marie avec une seule femme ou un seul homme. Même si ça semblait un peu le monde idéal, là, dans le sens que Mohamed avait enfin trouvé une femme pour lui faire des enfants, que Rona acceptait le tout. La tension s'améliorait pas entre les deux, en fait. Et même selon le journal intime de Rona, la tension de bébé en bébé, parce qu'ils en ont eu 7, à chaque fois, elle vivait encore plus dans un climat de terreur, elle était encore plus mise de côté, elle subissait de l'intimidation, même de la part de Touba aussi, là. Et ça même devait être, ça devait être extrêmement difficile pour elle, parce que en plus, elle étant stérile, ne pouvant pas avoir d'enfant, elle a quand même ce rêve-là au fond d'elle d'en avoir. Et là, elle voit son mari en avoir avec une autre femme, mais qu'elle doit élever aussi. Ça doit être extrêmement difficile. Ah, vraiment. Hein? Puis ça a l'air qu'elle s'en occupait comme si c'était ses propres enfants. J'imagine. Ça, là-dessus, il y a jamais eu aucun reproche qui ont été faits. Puis même, certaines fois, Mohamed la battait devant les enfants. Puis même les enfants, selon des témoignages, disaient d'arrêter de faire ça. Tu sais, les enfants prenaient quand même sa défense. Il y a pas d'enfant qui aime ça voir un membre de sa famille se faire battre. Et au départ, au niveau de la vie conjugale, moi, c'est toujours ça qui m'intrigue dans des situations de polygame. Au départ, ils partageaient à peu près 50-50 les nuits. Mais même, ils dormaient plus avec Rona. Mais au fil du temps, c'était toujours de plus en plus avec Touba jusqu'à ne plus jamais dormir avec Rona. Donc, elle était vraiment tassée de la famille, mais elle était toujours présente dans le quotidien. Mais au niveau affection et tout ça, elle était vraiment excluse de la part de Mohamed. C'est quand même assez triste, là. Ah oui, c'est extrêmement triste. Les enfants, toutefois, la considéraient quand même comme leur mère. Oui. Parce que de ce que je lisais, elle s'occupait, je pense, quand même quasiment plus que Touba, là, qui à ma connaissance, ne travaillait même pas elle non plus, là. Donc, elle prenait un peu la charge de tout ça. Malgré tout ça, Mohamed est un petit peu irrité par Rona, puis il essayait de s'en débarrasser d'une certaine manière. Il a tenté de la faire expulser du pays. Il a même offert à l'avocate de la famille 10 000 $ pour qu'elle trouve une solution pour la sortir du pays, pour l'extrader. Mais ça fonctionne pas comme ça, puis de toute façon, l'avocate n'a pas accepté ça, là, avec raison. On parle des enfants de la famille Shafia. Qui sont ces enfants, Seb? Oui, il y a Zénab qui avait 19 ans au moment des faits, qui est une adulte. Il y a Zahar qui est une adolescente presque adulte qui avait 17 ans. Il y a Giti qui est une jeune adolescente de 13 ans. Il y a Ahmed qui est le garçon qui a 20 ans. Et ensuite, il y a les 3 autres enfants, les enfants 5, 6 et 7. On ne sait pas c'est qui. Il y a un interdit de publication, en fait, depuis le début du procès. Et tout ça, ça n'a jamais été révélé. C'est des enfants qui sont encore plus mineurs, plus jeunes que tous ces gens-là. Donc, aucune information sur les 3 derniers enfants de la famille. Le mode de vie dans la famille est extrêmement centré sur la religion musulmane, là, vraiment exprimé d'une manière très, très rigide au niveau de l'islam. Mais par contre, un peu comme on vous le disait, les jeunes filles, elles... Ils sont pas nés nécessairement ici, mais ils vivent ici depuis quelques années et ils voient toutes les autres jeunes filles de leur entourage s'émanciper, se maquiller. À cet âge-là, tu as les hormones aussi, donc elles s'intéressent aux garçons. Mais ça, le père de la famille, ça ne passe pas du tout. Hein. Ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont même pas le droit d'aller visiter des gens. Ils n'ont pas le droit de recevoir des amis à la maison non plus. Donc, ils sont toujours confinés dans leur environnement entre l'école et la maison. Et en dehors de la maison, ils doivent toujours porter le voile. Bien sûr, les femmes, elles doivent toujours répondre au père, toujours d'une manière très, très stricte. Donc, c'est un climat qui est quand même assez difficile pour les adolescentes. Là. Déjà que l'adolescence, c'est assez difficile, puis on est toujours en confrontation un peu avec nos parents. Imaginez si vous êtes contraint comme ça, là, ça ne peut faire qu'autre chose qu'exploser. Puis il faut dire aussi que l'appartement à Saint-Léonard, même si Monsieur Shafia Mohamed achetait un terrain pour faire construire une grande maison, l'appartement à Saint-Léonard reste
un petit appartement quand même, là. Oui, Donc, oui. 7 enfants avec 3 adultes, donc 10 personnes, ça devait pas être évident. En plus, si le climat est tendu, la vie familiale devait être infernale. Ah oui, vraiment. Puis j'ai vu des vidéos à l'intérieur et ça avait aucunement l'air de l'intérieur d'une maison, d'un appartement de quelqu'un qui est millionnaire. Là. Non. C'est des vieux meubles. Des vieux meubles de l'époque des années 80. J'avais l'impression d'être chez moi quand j'étais un enfant. La vieille mode du brun puis des rideaux. C'était quand même assez particulier. Et justement, une des adolescentes, Sahar, elle vivait ça quand même assez mal. Là. Quand elle est arrivée ici, elle avait 16 ans. Elle était toujours en confrontation avec son père, en fait. Et elle voulait jamais porter le hijab à l'école. Puis elle, pas plus folle qu'un autre, quand elle était rendue là-bas, à l'école, elle changeait, elle se maquillait. À un moment donné, son père s'en est rendu compte parce qu'il est venu la chercher à l'école. Il l'a vu sortir sans ça. Donc, elle a été punie à la maison. Elle manquait des longues périodes d'école. Oui. Et c'est vraiment étrange. Puis l'école, il posait quand même des questions, mais sans plus. Et à un moment donné, lorsqu'elle est retournée à l'école pendant une période d'absence, et là, par hasard, elle portait le voile. Cependant, elle a confié quand même à ses professeurs qu'elle avait peur et qu'elle se sentait pas bien à la maison, qu'elle avait peur de son père. Mm-hmm. Et même selon Rona, son journal intime, Sahar a même tenté de se suicider dans cette époque-là. Elle avait mélangé toutes sortes de médicaments ensemble et elle a bu ce mix-là. Heureusement, il semble rien avoir arrivé. Par contre, un commentaire de Touba, parce que quand Rona il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Parce qu'elle s'est faite comme prendre pendant l'acte. En fait, puis Rona elle a dit « Mais pourquoi tu veux te suicider? » Et Touba, sa mère biologique, lui a dit « Ah, laisse-la si elle veut se tuer. » Qu'elle le fasse. Mon Dieu, comment qu'une mère peut dire ça à son propre enfant? Parce que, évidemment, Touba, elle, abondait dans le sens de son mari. Toujours. C'est-à-dire qu'elle aussi avait la même rigidité religieuse et familiale que Mohamed. Donc, pour elle, c'était inacceptable que Zénab ou Zahar ne portent pas le voile à l'école ou qu'elle fréquente des garçons ou même, justement, qu'elle se maquille, là, qu'elles veulent simplement exprimer leur liberté de jeune fille de leur âge. Exactement. Et même, je lisais qu'elle était quasiment plus rigide que le père, encore plus sur les principes que le père imaginait dans ses propres valeurs à elle. Elle a le droit, mais ça empiète vraiment sur la liberté des autres. Moi, je trouve ça assez particulier. Et lorsque, justement, Mohamed, il y avait quand même encore des affaires à l'extérieur, il allait régulièrement à Dubaï et il amenait toujours Touba avec lui. Et pendant ce temps-là, Rona était là, mais étant donné que c'est une femme, c'était pas elle le chef de famille. Elle restait à Montréal. Elle restait à Montréal, exactement, mais c'était Ahmed, le jeune, le plus vieux, exactement, là, qui, lui, était en charge de la famille. Et Ahmed avait exactement les mêmes valeurs que son père. Là. Lui aussi, il suivait ça à la règle. Tout le même style. Fait que le climat familial, même quand le père était pas là, c'était toujours autant de tension avec Ahmed qui était toujours omniprésent. Puis en plus, il fréquentait la même école, les mêmes écoles secondaires que ses 2 sœurs. Ses 3 sœurs même. Donc, imaginez, là, il n'y avait aucune liberté. Même à l'école, il était toujours un peu surveillé par le grand frère. Parce que malgré tout, malgré le fait que ce soit tous des enfants intelligents, très allumés, tout ça, le fait que le père leur faisait manquer des cours parfois pendant des semaines, pendant des mois, je crois qu'il est même arrivé à Zénab à un certain moment, ou à Zahar, ou même aux 2 en fait, ça faisait en sorte que ça créait un retard scolaire, sorte que les 2 plus vieux, donc Ahmed et Zénab, je crois, allaient à l'école pour adultes. Oui, donc exactement. Ils suivaient des cours pour adultes à l'école secondaire. Au Québec, on a ce système-là. Lorsqu'on double des années, eh bien, lorsqu'on atteint la majorité, on peut quand même compléter son secondaire, là, même si on a 18 ans et plus. Oui, exact. Au fil du temps, les enfants de la famille Shafia vont développer des amitiés à Montréal. On l'a dit, ils fréquentent l'école secondaire. Et plus particulièrement, les 2 filles plus vieilles, donc Zénab et Zahar, qui souhaitent vivre leur adolescence là, au sein de leur nouvel environnement social et culturel à Montréal. Donc, elles aiment bien leur nouvel environnement, elles aiment bien leur nouveau quartier. Et puis, elles souhaitent vivre une vie émancipée, comme on l'a mentionné.
Les deux filles sont magnifiques. Hein? C'est des belles filles aux traits afghans avec des cheveux très noirs et foncés, des beaux yeux foncés aussi. Sont vraiment belles. Oui, vraiment. Et en février 2008, Zeinab Shafia, qui alors est âgée de 18 ans, elle tombe amoureuse d'un certain Ammar, qui est un Pakistanais, alors que lui aussi fréquente la même école secondaire. Les deux étaient inscrits dans le même programme d'études pour adultes, comme on vous a parlé un peu plus tôt. À un certain moment, en 2008, Ammar va prendre son courage à deux mains. Il va remettre une petite carte à Zeinab, lui demandant si elle voulait être son amie et apprendre à mieux la connaître. Et puis, si elle acceptait, elle devait porter une robe blanche le lendemain en signe d'approbation. C'est quand même assez romantique. C'est cute. Comme petite carte. C'est très cute. Et le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, il va apercevoir Zeinab avec sa magnifique robe blanche. Il va donc en conclure qu'elle est intéressée à en savoir un peu plus sur lui. 2 jours plus tard, par contre, Ammar va recevoir un courriel un peu étrange de la part de Zeinab. Je vais vous le lire en anglais, puis vous allez voir, c'est pas très compliqué. Elle lui dit « Hey, how are you? » Parce que oui, il faut pas oublier qu'il conversait en anglais majoritairement. Oui. C'était pas une famille qui, je suis pas sûr qu'il parlait français. Non, pas du tout. Pas du tout même. Hein? Donc, « Hey, how are you? Thanks for the great card », en référence à la petite carte. Let me explain the rules of my friendship. Donc, laisse-moi t'expliquer les règles de notre amitié. First, be aware of my bro. Donc, premièrement, fais attention à mon frère. Elle fait référence à Ahmed, donc le plus vieux de la famille. Pour pouvoir vivre leur relation amoureuse, le couple, parce qu'ils sont devenus un couple peu à peu, ils devaient toujours se cacher et être certains de ne jamais être vus ni par le père Mohamed et non plus par Ahmed qui fréquente la même école. Donc c'est encore plus difficile lorsque tu es à la même école. Elle vivait toujours sous la menace d'être dénoncée. Elle disait à Ammar qu'elle se ferait battre et qu'il pourrait même la tuer s'il apprenait ça. Donc en référence à son père ou particulièrement à son frère qui est très rigide. Un jour, durant un voyage d'affaires de ses parents, elle amena Ammar à la maison. Mais Ahmed l'a découvert par la suite et Ammar n'a plus eu de nouvelles de Zeinab pendant 1 an. Incroyable. Elle a coupé tout contact avec lui. Elle avait plus le droit d'y en parler, de lui parler, tout simplement, parce qu'il continuait de fréquenter quand même l'école. Mais elle a coupé tout contact, tout courriel ou quoi que ce soit du jour au lendemain. Puis elle a même été retirée de l'école, je crois. Oui. Oui, à un certain moment, oui, effectivement. Ben oui. Parce que pour eux, c'était inconcevable. Tout va s'escalader en 2009. Oui, le climat familial va vraiment continuer à dégénérer de plus en plus. Par contre, Zeinab a accès à un ordinateur. Donc, 1 an plus tard, elle décide d'envoyer un courriel à son ex-amoureux, Ammar, parce qu'elle avait envie de le revoir. Donc, ils se fixent un rendez-vous dans un café. Ils se rencontrent en cachette, bien sûr. Ils se sont rencontrés pendant environ 4-5 heures. Et là, elle lui a fait des déclarations. Elle lui a dit qu'elle voulait quitter la maison, qu'elle voulait se marier avec Ammar et que lui prenne charge de la famille, un peu dans le modèle traditionnel. Mais lui aussi, il était étudiant. Fait qu'il pouvait pas, oui, pour se marier, mais il n'était pas en mesure de déménager dans un appartement et de subvenir aux besoins de tous. Puis elle lui a dit, c'est soit que tu me trouves une solution ou moi je vais trouver une solution, je dois quitter la maison, je n'en peux plus. Le 17 avril 2009, elle s'enfuit de la maison. Elle s'enfuit dans un centre pour femmes en difficulté parce qu'elle est majeure à ce moment-là. Là. Elle a 19 ans, Zeinab. Mais c'est bien qu'elle a eu le réflexe de le faire. Hein. Oui, puis je me demande qui l'a orientée là-dessus, mais au moins, comme tu dis, elle a dû trouver les bonnes ressources pour aller là parce que c'est pas intuitif nécessairement. Là, on trouve pas ça nécessairement au coin de la rue comme un café. Elle y reste 2 semaines de temps. Dès le lendemain de son départ, les parents portent plainte à la police que c'est Ammar qui aurait enlevé Zeinab. Mais celle-ci, elle était avec lui au téléphone. Elle a pris le téléphone puis elle a dit qu'elle était partie de son propre gré, que Ammar n'avait rien à voir avec ça. Donc la police ont fermé le dossier étant donné justement qu'elle est majeure. Elle a le droit de quitter la maison si elle le veut, même si ses parents ne sont pas en accord avec elle. Par contre, sa fuite a amené quand même les policiers de Montréal à questionner les autres enfants de la famille à leur domicile, parce que, je veux dire, Zeinab, elle a quand même dénoncé des actes de violence et le climat tendu et qui ont à peu près le droit de rien faire. Par contre, lorsque les policiers ont interrogé la famille, en l'absence du père, les enfants, justement, ils parlaient de la violence et des agressions.
Cependant, lorsque le père revenait au domicile, parce qu'ils ont interrogé quelques fois, les enfants cessaient de s'exprimer ou de parler ou d'émettre une opinion tout simplement. Donc, ce qui a quand même mis la puce à l'oreille à la police. Gaty, qui est la plus jeune adolescente, là, qui a 13 ans, elle aussi, elle subit un peu tous ces comportements de rigidité et ça se répercute en fait qu'elle devient un peu rebelle. Elle manque l'école, elle s'est fait même prendre pour vol à l'étalage parce qu'elle est pas bien, elle non plus. Là. Ben non. Le 20 avril, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, qui est un peu notre entité au Québec pour essayer de protéger les enfants dans des milieux familiales un petit peu plus difficiles, et la police rencontre à nouveau toute la famille et les enfants. Gaty, elle veut être placée dans un centre jeunesse. Elle est plus capable, elle a 13 ans, donc elle le demande. Cependant, les autorités ferment le dossier. Aucun enfant n'est retiré de la famille, donc il n'y avait supposément pas assez de preuves pour faire quoi que ce soit. Donc, une autre plainte qui ne sert à rien. Le 1er mai, c'est la date à laquelle Zénab a quitté le refuge pour femmes de son plein gré. Et en fait, la véritable raison pour laquelle elle avait quitté le centre, c'était que sa mère lui avait promis que si elle quittait, elle l'autorisait à marier Amar, son amoureux. Donc, pour elle, c'était une opportunité en or, même que sa mère, tout bas, lui a proposé qu'elle allait tout organiser la cérémonie pour le mariage. Étrangement, la même journée, le 1er mai, son père revient de voyage de Dubaï. Les préparations vont bon train. 2 semaines plus tard, le 18 mai, Zénab se marie avec Amar. Cependant, moins de 24 heures après s'être mariés, le lendemain, le 19 mai, ils ont organisé une petite fête dans un restaurant pour célébrer leur union. Étrangement, la famille d'Amar, il n'y a personne qui se présente pour célébrer. C'est vraiment étrange. Mm-hmm. Durant la fête, étrangement, Zénab annonce à Amar que leur mariage, tout à coup, doit être annulé. Donc, qu'elle veut plus du tout se marier, qu'elle ne peut pas quitter sa famille comme ça. C'est vraiment étrange. Je voyais dans un témoignage que Amar, il disait, à un moment donné, je l'ai vu s'éloigner avec ses parents pendant 15-20 minutes durant la cérémonie. Okay. Durant le party. En fait, une question que j'avais avant d'aller plus loin, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont fêté ça sur 2 jours. Tu sais, la cérémonie, généralement, il me semble que c'est la même journée, qu'on se marie et qu'on célèbre. Je connais pas assez les traditions mais c'est ça, afghanes. C'est ça, ça doit être une tradition, j'imagine, là, parce que ça avait l'air d'être standard. Je sais qu'on a déjà assisté à un mariage marocain. Je sais que ça peut être très flamboyant, ça peut être très coloré, long et très, très protocolaire et tout ça. Donc, j'ose croire que certaines traditions doivent étaler ça sur plus d'une journée. Oui, j'imagine. Et donc, et elle lui annonce que le mariage est annulé. C'est vraiment étrange. Puis le jour même, il y a des plans qui sont faits pour que Zénab épouse un des cousins de sa mère. Ah, mon Dieu. À Dubaï ou en Afghanistan, en fait. Assez étrange. Le 1er juin 2009, en fait à peu près 2 semaines après l'annulation du mariage, Ahmed part pour Dubaï rejoindre son père, Mohamed, qui s'était déjà rendu là il y a déjà quelques semaines. Là, donc, il était toujours reparti pour affaires. Assez étrange, pourquoi le fils, habituellement, il n'accompagne pas son père lors des voyages d'affaires? Pourquoi 2 semaines après le mariage, il va rejoindre son père à Dubaï? C'est assez mystérieux. Pendant ce temps-là, la vie continue quand même pour tous les autres enfants. Les professeurs à l'école de Sahar, l'autre adolescente, s'inquiètent parce que depuis quelque temps, son tempérament devient de plus en plus agressif. Elle perd même du poids. Donc, ils suspectent soit qu'elle a un problème d'alimentation ou qu'elle se drogue. Le 5 juin, elle s'évanouit en pleine classe et l'école, normalement, appelle à la maison. Il n'y a personne qui répond. Personne ne vient la chercher ou quoi que ce soit. C'est à ce moment qu'elle en profite, en fait, pour se confier à son professeur qu'elle avait peur de son père, qu'elle avait peur qu'il rentre du Québec et justement qu'elle avait peur de violence. Le professeur avise la DPJ, mais étant donné que Sahar a 17 ans et des poussières, la DPJ veut même pas ouvrir le dossier, étant donné qu'elle est presque une adulte. Encore une fois, un autre truc que glisser des mains de la DPJ. Elle tombe un peu dans les failles là, du système d'éducation québécois un peu. Là. Oui, vraiment dans les balises. Si t'approches, si t'es majeur, la DPJ peut plus s'occuper de toi.
c'est ça, c'est particulier, là, tout ça. On voit vraiment les failles de ça, parce que là, on est rendu à la 3e plainte à la DPJ, puis il y a toujours rien qui est vraiment fait, aucun dossier d'ouvert formellement. Le 13 juin 2009, Mohamed et Ahmed, son fils, rentrent ensemble de Dubaï à Montréal. Étrangement, le climat à la maison est agréable depuis leur retour, donc moins de tension. Et Mohamed décide donc d'organiser un voyage familial en voiture à Niagara Falls avec toute la famille. Donc, quelques mots sur Niagara Falls, si vous ne connaissez pas ça. En fait, c'est situé en bordure de l'Ontario. C'est 3 énormes chutes d'eau. Vraiment, là, c'est vraiment impressionnant. C'est une des attractions touristiques les plus populaires au Canada. Oui. Il y a plus de 20 millions de gens qui vont visiter ça à chaque année. Oui, quand même. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est en bordure là, aussi là, de la frontière américaine là, de l'État de New York. C'est aussi, les chutes Niagara, c'est aussi une source d'électricité là, qu'on produit au Québec avec les barrages et tout ça. Donc, ils décident d'aller là, qui est un peu une destination normale pour des touristes ou des gens qui veulent découvrir un peu le Canada. Je n'y suis jamais allé. Moi non plus. Là, on est des mauvais Canadiens, Seb. Possédant qu'une seule voiture, la famille possède une Lexus. En fait, Mohamed doit acheter une seconde voiture pour transporter les 10 membres de la famille. Il va donc acheter le 22 juin pour la somme de 5 000 $ une Nissan Sentra noire 2004 usagée. Donc quand même une petite voiture économique. Le 23 juin, la famille Shafia quitte Montréal en voiture. Mohamed, Ahmed et les plus jeunes enfants montent à bord de la Lexus et les femmes, Touba, Rona, Giti, Sahar et Zénab, à bord de la Sentra achetée la veille. Donc évidemment, il y a les 3 enfants qu'on ne peut pas nommer, qu'on n'a aucun détail sur eux, qui sont théoriquement dans la Lexus, alors que toutes les femmes sont dans la Nissan. Le 24 juin, la famille sera en Ontario, elle est maintenant rendue en Ontario. Elle va passer du temps à Kingston et visiter des attractions des environs. Le 25 juin, une journée plus tard, toute la famille arrive enfin à Niagara Falls. Le bonheur est perceptible. Cependant, pour une drôle de raison, Ahmed quitte la famille avec la Lexus. Le 27 juin en soirée, le cellulaire de Ahmed va être enregistré près des écluses de Kingston. Donc, il y a des écluses pour permettre aux bateaux de contourner, je présume, des rapides ou un canal trop étroit. Et le 28 juin, le lendemain, donc il passe quand même quelques jours là, à Niagara Falls. Selon les données cellulaires, encore une fois, Ahmed se retrouve à Welland, qui est une autre ville non loin de Niagara Falls. Donc, il a vraiment fait un genre de trip solo qui a duré quelques jours, si je comprends bien. Le 29 juin, les 10 membres de la famille quittent le motel Days Inn de Niagara Falls en soirée. Ils sont situés à l'ouest de Toronto vers 23h et puis à Belleville juste après minuit. Vers 1h38, c'est toujours selon les tours cellulaires et l'identification là, de ces données-là. Vers 1h38, Sahar reçoit un message texte de son copain. À 1h50, parce qu'il faut pas oublier en fait que les 2 filles, les deux ados plus vieilles, échangent énormément de messages textes avec leurs copains et leurs copines pendant tout ce trajet-là. Donc ça va vraiment aider les enquêteurs là, à établir une chronologie des événements. Oui, vraiment des photos, des vidéos. Donc ça leur a permis vraiment de voir l'environnement, l'ambiance et comme tu dis, de pouvoir repérer aussi la chronologie. Exactement. Le climat semble très bon là, au sein de la famille pendant ces vacances-là. On sent vraiment que ça les réunit et qu'ils passent enfin là, du bon temps là, entre eux. Oui, vraiment, mais même les filles ne portent pas le hijab. Ce que généralement, Mohamed ne tolérait pas en dehors de la maison. Et sur les photos et les vidéos que j'ai vues dans les voitures, elles sont libres comme l'air. À 1h50 du matin, Ahmed et son père Mohamed prennent des chambres au Kingston Motel East, non loin des écluses. On se rappelle que, on a identifié là, les données cellulaires comme quoi ils étaient dans cette région-là. Mais par la suite, les événements vont prendre une tournure plus obscure.
Le 30 juin, vers 8 heures du matin, Ahmed est à Montréal où il rapporte une collision avec la Lexus qu'il conduisait. Étrange. Vers 8h30, la Nissan Sentra que les femmes conduisaient habituellement est aperçue au fond de l'écluse de Kingston Hills par un employé au poste d'éclusage. Celui-ci contacte immédiatement les autorités. Les 4 femmes, Rona, Zénab, Zahar et Getty, sont retrouvées à 2 mètres sous l'eau. Autour et à l'intérieur de la voiture, elles sont toutes inconscientes depuis plusieurs heures. Vers midi, Mohamed tente d'obtenir un rabais en payant comptant pour une seconde nuit au Kingston Motel East. Assez étrange qu'ils veulent payer comptant. Hein? On le sait, généralement, c'est pour ne pas laisser de traces. À 12h30, Mohamed, Touba et Ahmed se rendent au poste de police de Kingston pour signaler la disparition des 4 femmes car elles ne sont pas revenues à la maison. Ils laissent les autres enfants dans un Tim Hortons non loin de là. Personne n'a appelé le 911 pour signaler quoi que ce soit parce que les enfants sont encore très jeunes quand même, là, les autres enfants. Les 3 membres de la famille sont alors interrogés par les policiers parce que là, il y a eu la découverte des corps. Donc, la police a fait le lien. Eux, ils déclarent la disparition. Donc, automatiquement, ils les questionnent pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer, comment la voiture a pu se retrouver dans l'écluse comme ça avec les 4 membres à bord, inconscientes ou du moins décédées. Selon Touba, la mère, les filles ont volé les clés de la voiture quand ils sont retournés à l'hôtel le soir et sont partis avec la voiture et il s'est passé un accident. Ils ont conduit vers le canal et malheureusement, elle aurait tombé dans le canal. Selon Mohamed, il ne comprend pas comment cela a pu se produire. Il est très peu bavard en fait. Puis il met souvent j'ai vu l'interrogatoire, il met souvent le dos sur le fait qu'il ne comprend pas bien. Il a de la misère à s'exprimer, mais il fait un peu le naïf, là, comme s'il savait rien. Ahmed, par exemple, tu vois qu'il a une attitude un petit peu plus sur la défensive, il est beaucoup plus nerveux, il a l'impression tout de suite, il dit à l'enquêteur mais pourquoi ça serait de ma faute? Comme il se sent attaqué sans que l'enquêteur ou quoi que ce soit a rien dit en fait. Fait étrange, le matin même, justement à 7h30, l'appel au 911 qu'il a fait pour déclarer l'accident de la Lexus, lui, quand il a appelé le 911, il disait qu'il était à Montréal, que l'accident avait lieu à Montréal, dans un stationnement vide, mais pourtant, il est à Kingston, qui est à 300 km de là. Déjà là, on voit qu'il y a un mensonge là, entre les deux. Il y a quelque chose on essaie de brouiller les pistes. Exact. Évidemment, aussitôt, une enquête est ouverte par les autorités. Plusieurs questions se posent lorsque les enquêteurs inspectent la fameuse Nissan Sentra retrouvée au fond de l'écluse. Premièrement, ils vont retrouver des pièces brisées d'un phare de voiture. Ça, c'est quand même bizarre. Est-ce que ça serait la fameuse Lexus, un phare de la Lexus? Bonne question. La clé a été retrouvée dans le contact, mais le moteur était fermé, là, comme si la voiture a été poussée là. Le bras de vitesse était en première vitesse, alors que, selon l'enquêteur, il aurait dû être en marche arrière. Parce que généralement, quelqu'un qui, par accident, mettons que la voiture s'emballe et qu'elle fonce vers l'écluse, par réflexe, le conducteur va tenter tout de suite de faire marche arrière puis d'embrayer à reculons. Exact. Mais c'était pas le cas ici. La fenêtre du côté conducteur était complètement ouverte. Aucune des victimes n'avait bouclé sa ceinture de sécurité. Donc quand même étrange. Hein? Les bancs avant sont inclinés vers l'arrière lorsqu'ils retrouvent la voiture. Donc c'est quand même assez étrange aussi. Et Getty, la plus jeune, flottait près du siège conducteur. Donc ce qui indique que possiblement elle avait été placée sur le siège conducteur. Donc, mais par contre, on se rappelle qu'elle avait 13 ans au moment des faits. Donc c'est impossible qu'elle ait conduite par accident cette voiture-là. Non, ça fait pas de sens. Aussi, moi, j'ai l'impression que, évidemment, le fait qu'ils n'avaient pas leur ceinture de sécurité bouclée, c'est probablement qu'elles ont essayé de les enlever. Et peut-être que, en fait, les sièges de la voiture étaient baissés. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Seb, mais pour essayer de cacher le plus possible les corps. Si quelqu'un les voyait. Oui, quelqu'un voyait qu'on les voit. Exactement. Puis l'autre truc qui est particulier, étant donné que la fenêtre était déjà ouverte du côté conducteur, il comprenait pas pourquoi personne n'a tenté de se sauver. Parce qu'il disait que selon la manière qu'ils ont retrouvé les corps, la disposition des corps, il y a personne qui a
qui a tenté de se sauver. Le plongeur spécialiste, il disait que généralement, dans tous les cas comme ça, généralement, il retrouvait les gens à moitié sortis de la voiture, justement, par la fenêtre, mais qui avaient un pied coincé dans le volant, ou du moins, on le voyait par le mouvement du corps, qu'il y avait une tentative de s'échapper. Et là, dans ce cas-ci, les corps n'ont pas bougé, il n'y avait aucune tentative, comme si elle était déjà immobile ou du moins inconsciente avant d'être poussée dans l'eau. Le 1er juillet, les policiers de Kingston se rendent chez les Chafia à Montréal. Ils inspectent la Lexus avec le consentement de son propriétaire. Ils remarquent que le phare avant est endommagé, donc ça fait le lien avec la pièce brisée qu'on a retrouvée dans la Sentra. Le 2 juillet, une autopsie est finalement effectuée sur les 4 victimes. Aucun rapport n'est rendu public à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Le 3 juillet, Mohamed et sa deuxième femme, Touba, pleurent la disparition des 4 proches devant les médias à leur domicile de Montréal. Parce que, évidemment, cette histoire-là, moi, je m'en rappelle. Oui, moi aussi. Ça a fait vraiment la couverture des journaux. C'était un drame au Canada anglais comme au Québec. C'était partout dans les médias. Donc, c'était vraiment une grosse affaire. Donc, eux, on va les voir à la télé pleurer vraiment la disparition de leur famille. Et Touba, elle, garde toujours la même version des faits, c'est-à-dire que les filles ont volé les clés et ont tenté de s'enfuir avec la voiture, avec la Sentra. Donc, selon elle, ce serait un accident. Oui. Faut se dire qu'à ce moment-ci de l'enquête, il y a très peu de détails qui sont révélés par les autorités parce qu'évidemment, ils veulent pas nuire à l'enquête. Donc, il y a plein de choses, plein de détails entourant la cause de la mort, les détails de l'autopsie qui vont être révélés plus tard dans le procès et on va y arriver. Là, ne vous inquiétez pas. Le 5 juillet 2009, les 4 femmes sont finalement enterrées dans un cimetière islamique à Laval. Le 9 juillet, 4 jours plus tard, le Centre des sciences judiciaires confirme que des fragments de plastique retrouvés sur les lieux d'une collision à Montréal vont en fait avec des fragments prélevés près des écluses de Kingston Mills. Donc il y a vraiment un lien à ce niveau-là. Le 10 juillet, les enquêteurs obtiennent un mandat pour saisir la Lexus des Chafia à leur domicile de Saint-Léonard, à leur appartement. Le 18 juillet, Ahmed, Touba et Mohamed retournent à Kingston à la demande de la police. Les policiers installent alors incognito des micros dans l'un des véhicules des Chafia lors d'une visite au poste de police de Kingston. Très bonne idée. Oui, vraiment. Les enquêteurs retournent près du canal avec les Chafia et prétendent découvrir la présence d'une caméra vidéo. En fait, la caméra vient d'être installée par les policiers dans l'espoir de susciter les discussions entre les suspects. Je les ai trouvés très brillants, les policiers, dans cette enquête-là, à essayer de faire parler les membres de la famille, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des preuves tangibles que c'est eux qui l'ont fait, sans une confession ou quoi que ce soit. Et sincèrement, je leur lève mon chapeau, parce que tous ces petits gestes-là ont quand même amené à quelque chose. Absolument. Le 19 juillet, dans une conversation enregistrée par les autorités clandestinement, Mohamed dit à Touba, et là, c'est très difficile pour des gens qui ont des enfants d'imaginer un père qui parle comme ça de ses enfants, mais il dit donc à sa femme, « Si nous restons encore en vie une nuit ou un an, nous n'avons plus aucun poids sur le cœur à penser que notre fille est dans les bras de tel ou tel garçon, dans les bras de tel ou tel homme. Que Dieu maudisse leur diplôme, que Dieu les maudisse tous les deux, ainsi que leur espèce, que le diable chie sur leur tombe. Est-ce bien comme ça que devrait être une fille? Est-ce qu'une fille devrait être une putain? » Donc, très, très difficile. Donc, ça, c'est des choses qui sont enregistrées par les policiers. Oui, vraiment. Puis, pour revenir à ce que tu disais tantôt au niveau de l'éducation, ce qu'on disait qu'on trouvait ça étrange, le fait qu'il manque l'école, ils s'en foutaient, mais justement, là, il dit qu'ils aillent se faire foutre avec leur maudit diplôme. Donc, pour lui, un peu comme tu disais, c'est pas important l'éducation. Le 20 juillet, dans une autre conversation enregistrée, Mohamed dit à sa femme « Non, Touba, ils ont tout fichu en l'air. Il n'y avait aucun autre moyen. » en faisant référence à résoudre cette situation. Il va poursuivre en disant « Non, Touba, elles ont été traîtres, elles ont été des traîtres, elles se sont trahies elles-mêmes et nous ont trahis tous. Comme une femme au bord de la route qui irait n'importe où avec toi si tu arrêtais la voiture. Pour l'amour de Dieu, Touba, maudite soit notre vie, maudite soit toutes les années de cette vie que nous avons menée. Quand je te dis de patienter, tu me dis que c'est dur. Ce n'est pas plus dur que de les voir à toute heure avec des petits amis. Rien que pour ça, quand je vois ces photos, je me sens soulagé. Je me dis à moi-même, tu as bien fait. Si elle revenait à la vie 100 fois, tu aurais le devoir de faire la même chose.
Voilà à quel point je souffre. Tout bas, elles nous ont énormément trahis, elles nous ont énormément bafoués. Il n'y a pas pire trahison, ni pire traîtrise, ni pire outrage que cela. » Donc vraiment, les preuves qu'ils vont chercher avec ces enregistrements-là sont très éloquentes. Oui, là. vraiment. Vraiment, on réussit à chercher que vraiment il y avait un complot derrière tout ça. Le 21 juillet, les policiers se présentent chez les Chafia munis d'un mandat de perquisition. Ils cachent des micros dans la résidence, là, un peu partout. Selon l'un des enquêteurs, les conversations enregistrées dans les heures suivantes suffisent pour justifier les arrestations. Certains téléphones ont également été mis sous écoute, évidemment. Dans un échange toujours enregistré clandestinement, Mohamed lance à son fils Ahmed « Et même si on me hisse sur une potence, rien n'est plus important à mes yeux que mon honneur. Laissons notre destinée entre les mains de Dieu et que Dieu ne nous déshonore jamais, ni toi, ni ta mère, ni moi. Je n'accepte pas ce déshonneur, il n'y a rien de plus important que notre honneur. » Donc on voit dans le genre de mentalité dans lequel la famille vivait. Après seulement 3 semaines d'enquête, le 22 juillet, Mohamed, Touba et Ahmed sont arrêtés par les autorités. Ahmed devait s'envoler quelques heures plus tard pour Dubaï. Étrange, hein, ça aussi. Oui, hein? Que par hasard, il devait partir. Oui, il y a souvent des voyages à Dubaï de prévus. Oui. Mohamed, Touba et Ahmed sont alors inculpés de 4 chefs d'accusation, dont celui de meurtre au premier degré et celui de complot pour meurtre. Au début du procès, la couronne a indiqué que la noyade est la cause du décès, mais qu'on ne sait pas à quel endroit les victimes sont mortes. Aucune trace de drogue ou de médicaments n'a été retrouvée dans les corps. Par contre, fait très important, les victimes ont tous reçu des coups à la tête. Elles avaient tous des ecchymoses à la tête. On pourrait alors prétendre qu'elles étaient inconscientes lors de leur noyade, parce qu'ils ne pouvaient pas... En fait, c'est vraiment la noyade, c'est de cette manière-là qu'elles sont mortes. Donc, ce n'est pas les coups à la tête qui les ont tuées, mais sûrement rendues inconscientes et ont dû les déplacer dans la voiture et pousser la voiture, là, tout simplement. C'est horrible, hein, parce que entre les deux, entre le moment où ce que l'auto, du moins qu'on a l'impression que l'auto est tombée, et le dernier texto qu'elle a reçu, puis la visite au motel, que toute la famille revenait au motel, sauf les 4 femmes, il y a 20 minutes d'écart. Ouais. Je ne sais pas quel plan, puis ça, on ne le saura jamais. On ne sait pas de quelle manière qu'ils ont procédé pour assommer les filles, les placer dans la voiture et pousser la voiture. Puis même, je lisais, selon certains, au départ, ils ne voulaient pas utiliser la Lexus pour pousser la Sentra, ils voulaient le faire à la main. Ils n'étaient pas assez forts pour pousser la voiture. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la Lexus. Il y a plusieurs traces numériques qui ont été analysées au cours de cette enquête-là, parce que ça a vraiment permis aux autorités là, d'établir la chronologie des événements, puis même le mobile. Oui, exact. Zahar, l'adolescente entre les deux, en fait, là, un peu plus jeune, avait elle aussi un petit copain. Puis c'était quelque chose non plus qui plaisait pas à Mohamed. Toutefois, tout le long du voyage, elle lui envoyait plusieurs photos, des messages textes et même des vidéos pendant le trajet. Donc, toutes ces traces-là ont permis d'établir la chronologie des événements auprès des policiers. Même en révisant les vidéos et les photos envoyées par la jeune femme, on se rend compte que le climat était quand même paisible, comme on vous disait tantôt dans la voiture. Malgré tout, les femmes portaient pas de voile. Fait que c'est ça qui est un peu... qui est étrange, en fait, au niveau de l'apparence qu'ils voulaient donner. Jamais on aurait pu... jamais les filles auraient pu penser qu'ils étaient pris dans un piège ou un guet-apens comme ça. Autre élément, au niveau des traces numériques, justement, le mystérieux voyage de Ahmed en Lexus, là, qui est parti dès qu'ils sont arrivés à Niagara Falls. On ne sait pas trop où avec la Lexus, mais justement, là, on a pu savoir qu'il est allé justement près de Kingston. Il est allé proche de proche de l'écluse, en fait, où a eu lieu le drame. Donc, il est comme allé faire un peu, il est allé scener un peu le terrain avant le drame. Et il a fait du repérage. Oui, c'est un peu particulier à dire, mais oui. Et il est revenu par la suite. Et aussi, ça a pu prouver aussi les tours cellulaires au moment où ils ont été en Ontario, qui ont quitté le motel et tout ça. Sans ça, il n'y aurait pas pu avoir vraiment le tracé très, très précis de tout ça. C'est pas la famille qui ont émis ça. Il y a aussi des traces numériques qui ont été laissées là, auprès des moteurs de recherche, là, notamment Google, pendant toute cette enquête-là. Le 3 juin, lorsqu'on regarde l'historique des recherches, l'ordinateur de Mohamed est utilisé par Ahmed pour faire des recherches sur Google telles que « Est-ce qu'un détenu peut administrer ses biens immobiliers ?» Particulier, ça, quand même. Hein? 3 semaines avant. Oui, c'est ça. Donc, on soupçonne que peut-être il voyait son avenir en prison.
Le 15 juin, l'ordinateur de Mohamed est encore utilisé par Ahmed pour faire encore d'autres recherches sur Google, cette fois-ci faits et documentaires sur des meurtres. Intéressant ça pour des enquêteurs. Le 20 juin, 5 jours plus tard, encore une fois, Ahmed va utiliser l'ordinateur de son père pour chercher où commettre un meurtre. Chose qui est quand même assez incriminante, je dois dire. Effectivement, en fait. Puis même, je l'ai testé, cette requête-là, où commettre un meurtre. Puis à part une question sur le site Quora, Quora, où c'est un genre de site web où que les gens posent des questions. Oui. En général, le reste, c'est juste des références à des émissions de Netflix ou quoi que ce soit. Donc, la réponse n'a pas l'air si simple que ça à trouver. Oui. Google fait exprès pour pas nous diriger vers des trucs, là. J'ose imaginer, là, tu sais, qu'il n'y a pas de site qui documente ça. C'est tellement large, en plus, comme question. Je trouve qu'il était... comment je pourrais dire, il y a une certaine naïveté il y avait 20 ans, mais s'il y a moins d'éducation. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu enfantin dans ce type de recherche-là. On dirait... il n'a pas du tout pensé aux traces numériques. Non, pas du tout, en plus. Le 29 janvier 2012, donc beaucoup plus tard, en fait, 3 ans plus tard, les membres du jury, pendant le procès, rendent finalement leur verdict, mais après seulement 15 heures de délibération, parce que ça a été quand même assez long faire le procès de tout ça. Je sais que le procès s'est tenu en de multiples langues, en 4 langues. En 4 langues, oui. Aussi, donc ce qui est assez particulier pour s'assurer que le père Mohamed comprenait vraiment tout ça. Et donc, en 15 heures de délibération, les Shafia sont reconnus coupables de meurtre prémédité et sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Le mobile du crime a été officiellement attribué au crime d'honneur. Oui. Le juge s'est alors adressé à Mohamed Shafia en lui disant « Il est difficile de concevoir un crime plus ignoble et plus haineux. La raison apparente de ces honteux meurtres commis de sang-froid est que ces 4 victimes totalement innocentes avaient outragé votre concept complètement tordu de l'honneur, lequel n'a absolument pas sa place dans une société civilisée. » Donc le juge a été très dur avec Mohamed Shafia et avec raison. Avec raison, oui. Les Shafia continuent toujours de clamer leur innocence et annoncent qu'ils feront appel de leur verdict. L'appel a été rejeté le 2 novembre 2016. En février, le père et le fils Shafia sont transférés à la prison fédérale de Kingston où ils doivent purger leur peine. Touba, de son côté, est au pénitencier pour femmes de Joliette. Et même par la suite, la prison de Kingston a fermé et ont été transférés dans une autre prison ontarienne. Enfin, actuellement, il y a eu je ne sais pas pour quelle raison cette prison-là l'a fermée, mais ils ont été transférés, mais sont en Ontario, contrairement à Touba qui est au Québec. Donc, très triste cette histoire, cette histoire de meurtre familial. Moi, ça me dépasse toujours. Au moins, il y a une conclusion. Au moins, ça reste pas en suspens. Il y a pas de mystère qui reste en arrière-goût. On a vraiment bouclé la boucle. Mais par contre, moi, j'en reviens pas qu'ils clament toujours leur innocence. Ils font juste abuser du système judiciaire canadien, selon moi. Là. Ben oui, avec toutes les preuves, comment nier toutes les conversations téléphoniques. Ben oui. Comme si on était naïf à ce point-là. Ben oui. Je trouve ça un peu particulier de sa part. Donc, une grosse peine quand même pour Mohamed, Ahmed et la femme de Mohamed, le Touba. Oui, mais j'allais dire c'est une peine exemplaire, mais c'est une peine de meurtre. En fait, tout simplement. C'est juste que tous les meurtres sont odieux, mais on dirait que ce type de crime-là, c'est encore plus odieux de tuer tes enfants de cette manière-là, les piéger en plus, parce que le voyage à Niagara Falls, ce n'était qu'une couverture. Tout ça, là, ça faisait partie du plan. C'est une mise en scène. Exactement, ça faisait partie du plan initial. Qu'ils avaient probablement comploté à Dubaï dans les semaines précédant ce fameux voyage. Exact. Comment tu peux? Puis ils ont même frappé sa femme, parce que Rona, c'était sa femme. C'est des années d'abus et de violence. Ah non, je comprends pas qu'ils ont pas été... Mais rendu là, je veux dire, après un meurtre prémédité, c'est difficile d'avoir plus. Oui. Mais je veux dire, il a été reconnu pour... Je veux dire, il était connu, pardonnez-moi, pour battre sa famille, pour abuser justement de sa femme verbalement, physiquement. C'était l'enfer dans cette famille-là. Donc, j'hésite à porter des jugements sur les peines et tout ça, mais selon moi, c'est la moindre des choses, ce jugement-là. Oui, vraiment. Même le fait qu'il y ait une libération conditionnelle, je suis presque étonné.
Aux États-Unis, je suis pas certain qu'il y aurait eu une libération conditionnelle. Ça aurait été de la prison ferme à vie, tout simplement. Là, généralement, pour des crimes aussi graves que ça, ils sont un petit peu plus rigides aux États-Unis là-dessus. Il y a moins de libération conditionnelle quand c'est très, très grave, quand c'est très, très grave comme ça. Ah oui, dans certains États américains, ça aurait été la peine de mort. Ah oui, exact. Puis imagine, en fait, j'allais dire, imagine dans d'autres pays un peu plus extrémistes, mais j'ose croire qu'à certains endroits, possiblement qu'en fait, il serait mort. Oui. Il aurait été tué par... je ne suis pas nécessairement pour la peine de mort, mais dans des cas comme ça, des fois, ça porte à réflexion, disons. Ah oui. Il semblerait toutefois, Seb, que Mohamed, même en prison, exerce une certaine influence. Oui, c'est assez particulier. Ça a été détecté par un des psychologues au début de sa peine d'emprisonnement à Kingston. En fait, c'est qu'il y a eu une plainte. On ne sait pas de trop qui. Et ils ont observé que Mohamed, lors des prières, il avait implanté un peu la culture de la prière musulmane. Là. Il prie 5 fois par jour et il organisait des regroupements de gens pour aller prier. Cependant, dans les groupes de gens où ils allaient prier, ils ont évalué qu'il y a à peu près le tiers de ces gens-là qui n'y allaient pas pas par besoin, mais de leur propre volonté, mais qui étaient forcés d'y aller, sinon sous peine d'avoir des représailles de la part de Mohamed Shafia. Puis pourtant, c'est pas un homme qui a un gabarit si imposant, mais il devait avoir une conviction pour tenter de convaincre ces gens-là et de leur faire peur, en fait. Et même, ça amenait un questionnement qu'ils disent qu'il y a il peut y avoir de la radicalisation dans les prisons. Parce qu'on s'entend, les gens sont un peu plus vulnérables malgré tout. Les prisonniers, même si ça peut être des gens très baraqués et tout ça, on ressent une certaine vulnérabilité. Et justement, il faisait la loi, il faisait des prières, puis il y a personne qui disait rien parce qu'il disait que généralement, lorsqu'il y a des prières musulmanes, c'est quand même encadré par l'aumônier qui engage un imam qui est autorisé par la prison. Mais dans ce cas-ci, c'est Shafia, c'est Mohamed Shafia qui coordonnait tout ça comme si c'était le imam de la place. Quand même, on voit encore là comment le pouvoir de cet homme-là, de persuasion qu'il y avait sur les autres, cette emprise-là sur les autres, même en prison, moi, ça m'a vraiment dépassé qu'il y avait cette... Ben, on le voit même lors de certains gourous de sectes, tu sais, qui sont emprisonnés. C'est pas rare, on dirait, auprès de leaders religieux. Puis je crois que Mohamed Shafia avait un peu cet ADN-là de leader un peu religieux. Et puis le fait aussi qu'il est quand même millionnaire, ça doit avoir un certain impact parce qu'il doit pouvoir d'une certaine façon, proclamer des menaces à d'autres prisonniers en leur menaçant que justement, étant donné qu'il a plein de moyens financiers, il peut faire n'importe quoi, même en dehors de la prison. Là, parce que sa fortune, il l'a encore. Oui. Même qu'elle va continuer à grandir s'il a bien investi ces choses. Là. Alors, tu as bien raison là-dessus. C'est vrai qu'il devait utiliser ce pouvoir, le pouvoir monétaire, à dire, moi, je peux, même à la limite d'engager justement quelqu'un pour te battre ou quoi que ce soit. Assez particulier. Bonne nouvelle, cependant, tout dernièrement, au printemps 2018, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada a révoqué la résidence permanente de Touba et Mohamed Shafia. Ils devraient être expulsés en Afghanistan lorsqu'ils obtiendront leur libération conditionnelle. Mais ça, c'est dans au moins 16 ans. La date, c'est en juillet 2034. Et ça, c'est si on libération conditionnelle, si tout se passe bien. Parce que s'il y a un écart de conduite, on le sait, la libération conditionnelle ne pourra pas s'appliquer. Ça pourrait s'étendre encore plus longtemps. Ils ont tenté d'aller en appel de ça, mais ça fonctionne pas sous peine de violence. Même l'avocat de Touba, il disait « Ouais, mais c'est dangereux de retourner dans son pays. » Par contre, dans des contextes d'immigration comme ça, c'est la justice qui passe avant le dossier d'immigration ou la crainte pour sa vie ou quoi que ce soit. Ils ont quand même tué des gens au Canada, là, donc ils vont être expulsés. Ce qui est pour le fils Ahmed, il n'y a toujours pas de conclusion encore à savoir si elle est expulsée ou non. Lors du drame, il y avait 20 ans, donc c'était quand même un adulte, mais ils n'ont pas pris de décision encore à savoir si elle est expulsée au nom du pays. J'ai l'impression qu'ils vont sûrement prendre la même tangente. Je veux dire, si à 20 ans, tu as commis un crime si grave, mais je sais pas si au niveau de la réhabilitation, j'en ai aucune idée. Mais bref,
C'est ça. Fait qu'au moins, ils vont être expulsés du pays. L'autre chose que je comprends pas, c'est pourquoi on les expulse pas là. Oui, immédiatement. Immédiatement, en fait, parce que faut quand même les supporter. Je veux dire, je parle un peu comme un gars de droite, là, mais ça coûte des frais. Oui, tout à fait. Entretenir des gens en prison, là, je pense qu'au Québec, les chiffres, c'était à peu près entre 50 et 75 000 par prisonnier en termes de ressources que ça coûte. Donc, imaginez toutes ces années-là pour des criminels qu'on veut de toute façon extradier, mais j'imagine qu'au niveau législatif, c'est comme ça que ça fonctionne là, au niveau de l'extradition. Bonne question. Hein? S'il y a des criminologues ou des gens qui étudient en droit, membres du groupe de discussion de distorsion, laissez-nous savoir si vous connaissez cette subtilité-là. Oui, ça serait bien de nous éclairer. Donc, c'est une histoire, je pense qu'on a fait le tour tranquillement, Seb, de la chronologie des événements. Une histoire extrêmement touchante. Moi, ça m'ébranle à chaque fois que j'entends parler de cette histoire-là. En plus que c'est toujours d'actualité, en fait, les crimes d'honneur. Hein. C'est pas le dernier, ça n'a pas été le premier, là, ce crime-là. On nous dit d'ailleurs que, en fait, de 7 signalements reçus entre 2010 et 2012, la Direction de la protection de la jeunesse de Montréal là, est passée à une trentaine de signalements annuellement liés là, à ce problème depuis 2016. Donc, c'est quand même des gros signalements. C'est pas des meurtres à chaque fois, mais souvent, c'est de l'humiliation, du rejet de la part de la famille. Des mariages forcés, hein, ça fait partie de ça. Oui, exactement, des séquestrations même à certains moments. Donc, c'est quelque chose qui est très d'actualité et qui malheureusement ne va pas en diminuant. Là. Mais bon, on vous rappelle qu'à l'époque quand même, là, il y avait eu un signalement concernant Sahar auprès du Centre jeunesse anglophone, puis un deuxième dans le réseau francophone au sujet de sa sœur Zénab, et les deux dossiers n'avaient pas été liés. Là. Donc, il y a eu déjà plusieurs signalements, je crois 3 au total, et il n'y avait aucun lien de fait. Et peu de temps après le drame, bien les DPJ se sont dotés d'un registre provincial. Donc, le partage d'informations entre les deux réseaux aurait probablement sonné l'alarme et peut-être même là, sauvé 4 vies en 2009 avec la technologie d'aujourd'hui. Là. Donc, ironiquement, cette centralisation informatique des dossiers était déjà prévue avant la mort des 4 filles. Là. Donc, très, très, très triste, mais au moins on sait que on a un peu plus d'outils pour prévenir ce genre de drame. Oui, puis j'écoutais des reportages de membres de la DPJ, puis ils disaient que ça avait eu quand même l'impact positif aussi d'être plus... un peu comme tous les crimes de sextorsion et tout ça, ou d'intimidation sur le web, que les policiers, au début, ils faisaient pas grand-chose, ou ils étaient pas bien armés ou outillés pour faire face à ces problèmes-là. On pourrait parler d'Amanda Todd, par exemple. Mais c'est un peu la même chose dans ce contexte-là. C'est souvent des événements graves qui font en sorte que justement les membres de la DPJ, dans ce cas-ci, sont plus conscients et plus alertes lorsqu'il va y avoir ce genre de plainte-là ou de dénonciation-là. Et heureusement. Oui, effectivement. Voyons toujours le bon côté des choses. C'est cet aspect-là. Oui, bien dit. Seb, ça fait un plaisir de revenir derrière le micro en ta compagnie. C'est vraiment agréable. Hein? Les Distordus, si vous voulez discuter de cette histoire-là, une histoire troublante, on vous invite à le faire sur le groupe de discussion sur Facebook. Vous pouvez le rejoindre, faites-nous une demande et généralement, on accepte à peu près tout le monde. Et puis, c'est difficile de trouver un bon mot de la fin pour une histoire comme ça, Seb, mais je suis sûr que t'en as un pour nous. Aimez-vous les uns les autres, votre famille et vos amis. Respect.